Bonjour, bienvenue sur Business Immo TV. Je reçois aujourd'hui David Bourla, directeur études et recherches chez Newmark, et Bonjour. Guillaume Atten, directeur capital market, co-responsable de l'investissement résidentiel également chez Newmark. On va parler un petit peu de l'actualité qui se passe à Paris et notamment d'une étude que vous venez de publier, une étude inédite qui montre l'action volontariste de la mairie de Paris sur le logement en tout cas. Juste, première question David, pourquoi avoir décidé de consacrer, une étude, à ce sujet alors que vous représentez le cabinet Newmark donc? Alors l'étude, en effet, est inédite, ce qui peut paraître, surprenant au regard de l'importance du phénomène, que nous décrivons. Mmh. Alors l'idée, c'était pas, de prendre position sur un sujet qui est évidemment éminemment politique, on l'a vu, ces derniers jours, mais vraiment de dresser le constat de l'importance de ce phénomène de préemption, et d'acquisition par la ville et les bailleurs sociaux et de voir quel était l'impact sur le marché résidentiel et donc sur nos clients. Alors justement, là, ce qu'on apprend dans cette étude, c'est que la ville de Paris est un investisseur, j'allais dire presque invétéré sur le logement, à Paris. Que représente aujourd'hui la ville de Paris sur le marché de l'investissement résidentiel? Alors, peut-être d'abord pour préciser, notre étude a recensé les opérations d'acquisition, et de préemption, Oui, par, la ville et les bailleurs sociaux, de biens, résidentiels ou, mixtes à dominante résidentielle. Donc on d'accord. a recensé 80 opérations, donc de préemption exercées directement par la ville ou, déléguées à des bailleurs sociaux et des acquisitions réalisées par les bailleurs sociaux. Et ces 80 opérations, un peu plus, représentent 1,1 milliard d'euros depuis le début de 2023, ce qui est considérable puisque c'est un peu plus de 40 de l'ensemble des volumes investis sur le marché résidentiel parisien, ce qui en fait le premier acteur, du marché parisien, Et là-dessus, on est sur 2023 et l'année 2024, en cours qui n'est pas totalement, jusqu'à fin octobre, tout à fait. terminé. Comment se fait-il que la mairie de Paris, investit, autant, la ville de Paris et ses bailleurs sociaux donc, investit autant sur le logement? Qu'est-ce que cette action révèle peut-être de la politique du logement de la ville? Alors d'abord, la 1 chose, c'est évidemment cette politique, c'est évidemment une réponse à la crise du logement et au manque de logements, sociaux, et abordables. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait à la fin 2023 300 000 demandes, pour des logements sociaux à Paris, Mmh. avec un taux d'attribution très faible puisqu'on est sur une attribution pour environ, 19, demandes à Paris versus un ratio de 1 pour 12 en Île-de-France. Ouais, faut être patient alors. Très patient. Dans le même temps, on a une chute constante du nombre de logements sociaux, financés dans la capitale, puisqu'on était aux alentours de 3 500 en moyenne chaque année depuis 4 ans, versus 7 000 pendant la décennie 2010. Donc un manque, important de logements sociaux et abordables et donc la ville qui souhaite, développer, plus, l'offre, sociale de différentes façons. Ouais. Alors évidemment, on a toujours des opérations qui se font sous forme de construction neuve, mais c'est une partie de moins en moins importante des développements parce que les grandes ZAC parisiennes, évidemment, sont en cours Il y a de plus de foncier. finalisation. Il n'y a plus de foncier. Et la ville, on l'a vu avec les débats sur le plus, a de plus en plus la volonté de sanctuariser Ouais, les tout à derniers fait. fonciers disponibles. Donc la transformation de l'existant, de logements existants et donc de logements du parc non social, devient la principale variable d'ajustement. OK. Est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Est-ce qu'aujourd'hui ça produit du logement, cette action? Alors oui et non. Oui, parce qu'on le voit, le taux de logement SRU à Paris augmente de façon assez significative. Pour faire un petit historique, en 2001, donc année du basculement à gauche de Oui. la municipalité, le taux de logement SRU était d'environ 13 à Paris. Il est aujourd'hui, autour de 25. Donc le taux cible de logement SRU, taux cible niveau, national, Mmh. à Paris. Donc la volonté, c'est de faire 30 de logements sociaux à horizon 2035 et 10 de logements abordables. Donc sur les 30 sur le taux cible de Donc 30 ça fait 40 de logements ou sociaux ou abordables ou de publics logements publics. d'ici, 2035, c'est dans 10 ans quoi, c'est Oui, alors au rythme où vont les choses et on le voit avec cette accélération des préemptions et des acquisitions, ce taux de 30 va être, atteint. enfin La vraie d'accord. question, et pour nuancer, la réussite ou pas de la politique de la Ville de Paris, pour nuancer, en revanche, selon les types de logements, on a des différences assez importantes. Donc oui, une politique assez volontariste et avec une part de logements sociaux assez importante. En revanche, un manque encore criant de logements abordables et intermédiaires, notamment à destination des classes moyennes. D'accord. Il y a des secteurs géographiques, qui sont plus particulièrement, ciblés par la ville de Paris et ses bailleurs sociaux? On avait le prisme un peu de l'ouest parisien, voire du centre. Aujourd'hui, c'est toujours vrai?
Alors ça évolue petit à petit. Historiquement, on a évidemment une offre de logements sociaux qui est très inégalement répartie, Mmh. puisque un peu plus de 40 des logements sociaux à Paris se répartissent dans 3 arrondissements seulement, le 13e, le 19e et le 20e arrondissement. D'accord. Donc la politique depuis quelques temps et qui s'est accélérée depuis 2 ans, qui est le périmètre de notre étude, c'est une accélération, des préemptions d'acquisition dans les arrondissements, déficitaires. D'accord. Et on le voit notamment dans un arrondissement comme le 11e, où vous avez sur les 14 opérations, de vente en bloc réalisées, depuis 2023 sur le marché parisien, 11 ont été réalisées par des bailleurs sociaux et par la Ville de Paris. C'est 80 Énorme. des volumes d'investissement résidentiel dans le 11e. Mais on voit également ce type d'investissement de préemption, pardon, et d'acquisition dans d'autres arrondissements, déficitaires. On a dans le 3e, dans le 10e, dans le 15e, dans le 16e, dans le 7e. Et ces arrondissements déficitaires représentent près de 60 des biens acquis ou préemptés par la ville, et les bailleurs depuis 2023. D'accord. Avec évidemment, si on fait la soustraction 100 moins, 60, il reste 40 de logements de biens pardon, qui sont préemptés ou acquis dans les arrondissements qui sont, non déficitaires. OK, OK. Mais alors du coup, c'est quoi la politique? Il y a des zones, un peu précises ou comment ça fonctionne? Parce qu'on a l'impression je sais qu'à droite, ils avaient demandé, l'inverse, à sanctuariser en fait des zones pour la propriété privée et pas forcément pour le logement public. Alors effectivement, donc là, on parle d'arrondissements qui sont non déficitaires, mais à l'échelle de l'arrondissement. Donc Ouais, effectivement, dans un arrondissement comme le 13e, vous avez aujourd'hui 43 environ de logements sociaux, d'accord. ce qui est beaucoup, ce qui est donc l'un des arrondissements On a plus «offreurs» dépassé entre guillemets de l'objectif. logements Ouais. sociaux. Par contre, dans ces arrondissements, non déficitaires, la ville raisonne à l'échelle du quartier et non plus de l'arrondissement. D'accord, Exemple intéressant, récent, la cession par PIMCO d'un de ses immeubles, avenue des Gobelins, dans le 13e arrondissement qui, à l'échelle de l'arrondissement, est non déficitaire, mais dans un quartier, les Gobelins, qui est déficitaire en logements sociaux. OK, il y a une lecture très fine, une cartographie très fine. Alors ce qui est frappant et vous en avez parlé, David, c'est le recours de plus en plus systématique, du droit de préemption. Guillaume, pour les investisseurs, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Parce qu'en fait, une préemption, est-ce que grosso modo, la ville paye le prix? Bah, le plus souvent, c'est ce qu'on constate. Donc pour D'accord, les vendeurs, ils sont pas trop impactés. Il va y avoir un délai supplémentaire, mais c'est relativement faible l'impact. Par contre, pour les acquéreurs, ils font tout leur travail, d'acquisition, donc toute leur due diligence, donc tout ils engagent des frais, ils passent du temps et malheureusement, ils peuvent pas aller au bout. Donc pour eux, c'est quelque chose d'assez frustrant. juste, un mot, est-ce que la mairie de Paris, et ses bailleurs sociaux ont les moyens, d'investir autant? 1,1 milliard, c'est quand même, assez conséquent sur 2 ans. Ce qu'on constate, c'est que, bah, depuis 2001, la mairie a fait recours à de plus en plus d'endettement. On a un endettement qui a été multiplié par 8 entre 2001 et 2023. Ouais, Donc l'endettement est un levier et ensuite, suite à la baisse des droits de mutation, qui était au niveau national, hein, en 2023, donc la baisse, du nombre de ventes. mmh, Il y a eu un manque à gagner important et pour continuer cette politique, la ville a dû jouer sur d'autres leviers, notamment sur la taxe foncière. Elle a relevé ses taux départementales sur la taxe foncière et sur la taxe, d'habitation sur les résidences secondaires, parce que sur les résidences secondaires, on est encore éligible à la taxe d'habitation. d'accord. Et du coup, ça a généré pas mal de recettes supplémentaires, à peu près, à la grosse, la chute des mutations, c'est à peu près 400 millions et la hausse de la fiscalité directe, c'est à peu près 850 millions. Ah oui, ça a Donc plus que finalement, compensé. elle s'y retrouve voilà, dans cette baisse et si les mutations repartent, ça lui permettra d'avoir encore plus de moyens pour déployer sa politique. Je reviens un petit peu sur mes investisseurs et les conséquences d'une telle politique si elle s'accentuait dans les années à venir et à vous écouter, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même, une volonté de s'inscrire dans le temps. Est-ce que c'est un facteur de soutien au marché des ventes en bloc? Parce que in fine, préemption, j'ai un acheteur, à la sortie quand même. Ou est-ce que ça peut être un frein à l'attractivité du marché pour les investisseurs, institutionnels et internationaux? Plutôt un frein, je Ah, pense, parce que, quand un institutionnel se positionne, souvent il va détenir une, certaine période. Par un jeu comptable, il y aura de l'amortissement, par un jeu de marché, il y aura, des évolutions de valeur, mais ensuite il le remet sur le marché, il y a une vente en bloc qui se refait derrière. mmh, Là où le bailleur social va se positionner, il va le sortir l'immeuble du marché, libre et donc du coup, à terme, pour nous, un volume qui va aller forcément, diminuer. très bien. Hem
Est-ce que la ville de Paris, cible d'autres biens que logements ou à dominante résidentielle? Et je pense notamment aux immeubles de bureaux. Est-ce qu'ils peuvent être préemptés? Est-ce que ça fait partie aussi de la stratégie et de la volonté de la ville de Paris? Alors avant de parler du gros morceau constitué des bureaux, cette politique, elle vise en fait toutes les cibles d'actifs, là où il y a des opportunités. D'accord, Ça peut être l'exemple de parking, de concessions et de garages. Je pense à une opération menée par Immobilière 3F dans le 10e arrondissement, rue du Faubourg Saint-Martin. ouais. Et là, on voit les opportunités liées, à la baisse de l'utilisation de la voiture, à Paris, qui fait que certains actifs, type concession garage, sont les opportunités de transformation. 2e classe d'actifs très ciblée, les commerces. Dans le cadre, de préemption et d'acquisition de biens résidentiels de mixtes à dominante résidentielle Ouais. avec du commerce en pied d'immeuble, parce que le commerce génère des revenus locatifs qui vont permettre, d'améliorer la rentabilité économique de l'opération, de création de logements, publics. Ouais. Et d'ailleurs, s'agissant des commerces, ce qui est passé relativement inaperçu ces derniers mois, c'est la mise en place d'un droit de préemption des fonds de commerce dans les 5e, 6e et 7e arrondissements, Ça, c'était pour sauver les librairies, à la base? C'est entre autres. c'était ça, l'origine? Oui, après on étend toujours un tout petit peu, Voilà. Et pour les bureaux, alors les bureaux, on est moins dans le cadre de notre étude que dans celui du PLU, oui. puisque les bureaux, on en a énormément parlé depuis 2 ans, c'est la classe d'actifs la plus pastillée. C'est-à-dire là Mmh. où les emplacements réservés pour du logement, c'est ce type d'actifs qui est ciblé pour les transformer soit en logements sociaux, donc pour les bureaux de l'ouest et du centre, donc dans des arrondissements déficitaires ou hyper déficitaires, soit en logements, locatifs intermédiaires ou BRS dans les arrondissements, non déficitaires en logements sociaux. Les pastilles de la colère, c'est un peu passé la colère, avec les investisseurs que vous croisez, non? Il y a toujours un petit Raison, ressenti? ouais. Ouais, joker, OK. Dernière question sur le nouveau PLU, bioclimatique qui a été voté, au Conseil de Paris, donc qui normalement installe une stratégie urbaine sur les 20 ou 30 prochaines années. Heu, Plus généralement et globalement, l'impact qu'on peut estimer pour l'attractivité, de la place de Paris? Alors sur le marché résidentiel, Guillaume a en partie, répondu à la question. J'ajouterais peut-être qu'en matière d'immobilier résidentiel, l'attractivité, elle tient aussi à l'équilibre des différents types de logements. Donc Mmh. logement social, évidemment, il faut en créer, il y a des besoins. Mais il faut accélérer sur le logement, à destination, des classes moyennes, Ouais, parce qu'il y a des enjeux de démographie, mais aussi d'économie. Les entreprises parisiennes ont besoin de loger leurs salariés. Et si on sort de la classe d'actifs résidentielle, il y a une question d'attractivité liée au fait, qu'on cible les bureaux ou le grand commerce mmh, qui sont, et on le sait bien à Paris, enfin qui sont à Paris générateurs de richesse. Or le PLU, on le voit dans son élaboration, a parfois mis au second plan la logique économique. Heu, et ce que révèle ce nouveau PLU, c'est aussi l'interventionnisme accru des acteurs publics sur le marché immobilier parisien, avec un environnement réglementaire qui est, plus complexe, plus contraignant aussi, au moment, justement où les investisseurs ont besoin de plus de stabilité, de plus de visibilité, au risque de détourner leurs investissements ou en tout cas de les diminuer et les reporter. Et ça, on l'a vu avec les résultats du dernier baromètre EY, c'est ouais. un peu la même chose en matière, d'immobilier. Or, c'est par cette création de richesse qu'on peut développer et financer du logement social et également financer la transition écologique. On a quelques injonctions contradictoires ou quelques effets, de ciseaux, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Exactement. Bon, merci. En tout cas, on va suivre tout ça. Puis on va suivre l'actualité de Newmark, on attend les deals, hein. N'oubliez pas Business Immo là-dessus. Merci beaucoup en tout cas, David et Guillaume et puis, rendez-vous, bientôt sur BITV. Merci.